De tout temps, les étoiles ont fait rêver les hommes. Leur détermination et la technologie du XXe siècle ont mis l'espace à leur portée. L'espace va devenir omniprésent dans notre économie. On ne peut pas échapper à l'industrie spatiale. Les problèmes liés à l'alimentation, aux ressources et à la qualité de vie sur Terre sont semblables à ceux présents dans l'espace. Aujourd'hui, l'espace pourrait bien contribuer à la survie de l'espèce humaine. En créant un produit robuste dans l'espace, on prépare en fait quelque chose de pérenne sur Terre. La Hollande est l'un des plus petits pays d'Europe. Malgré de rares terres disponibles, ses habitants ont si bien réussi à maîtriser l'agriculture qu'ils sont devenus les deuxièmes exportateurs mondiaux de denrées alimentaires derrière les États-Unis. La recherche et l'innovation ont permis aux agriculteurs néerlandais de tirer le meilleur parti de leurs ressources limitées. La technique derrière ces avancées est apparue en grande partie ici, à Wageningen, dans le sud-est d'Amsterdam. L'université de la ville est le premier institut agricole du pays et un centre de recherche alimentaire de pointe. Le professeur Wigger Wamelink cultive comme s'il était dans l'espace. Il fait pousser des haricots verts, des pommes de terre et autres légumes sur un substrat spécialement conçu pour restituer les propriétés chimiques et physiques du sol de Mars. Si l'on compare ces deux plants de haricots verts, celui-ci pousse sur un substrat qui imite celui de Mars et celui-ci est le témoin qui pousse sur Terre. Ils se ressemblent grandement, mais la plante témoin, même en terre de rempotage, est un peu plus grosse, comme on le voit. Elle fait bien plus de racines, la différence est évidente. La récolte sur un sol terrien reste plus importante, mais l'autre fait aussi de beaux haricots verts, même s'il y en a moins. Le rendement est moindre et c'est ce qu'on cherche à améliorer. Mais on a les mêmes plantes. On a actuellement plus de 25 espèces cultivées. Les pommes de terre, par exemple, se portent très bien. Elles ressemblent à des pommes de terre normales, aucune différence avec celles que l'on pourrait récolter dans son jardin. Elles se portent très bien jusqu'ici, tant qu'on les amende. Et pour les amender, on a besoin d'un engrais, parce que le sol manque de nitrates et d'ammonium, qui sont essentiels pour la croissance des plantes. Tant que l'on fournit ces composés aux plantes, elles se portent très bien. Cet amendement provient de déchets humains. Le compost les transforme en engrais sains et riches en nutriments. Raf, l'étudiant du professeur Wamelink, supervise l'expérience baptisée Pipi Popo. Le régolithe martien manque de composés tels que l'azote ou le phosphore. On s'est dit qu'on pourrait en apporter sur Mars pour éventuellement coloniser la planète. Mais transporter ce genre d'éléments impliquerait l'utilisation d'espace dans le vaisseau qui pourrait servir à autre chose. De fait, pourquoi ne pas utiliser ce que l'on a déjà et que l'on retrouve dans les excréments humains? Les urines et les matières fécales, par exemple, sont pleines de ces nutriments qui peuvent être utiles aux plantes. C'est ce qui nous a poussés à faire cette expérience. Sur Mars, nous utiliserons nos propres excréments. Je me souviens que mon grand-père en faisait autant. Une fois l'an, il vidait le trou qui servait de toilette et mettait tout ce qu'il contenait dans le jardin. Quand on était enfant, on savait qu'il venait d'épandre tout ça parce qu'on voyait des morceaux de papier toilette sortir du sol. Il faisait pousser ses légumes sur ses propres excréments. L'agriculture de demain sur Terre comme dans l'espace pourrait s'inspirer de pratiques d'antan, écologiquement viables. Depuis près de 10 ans, le professeur Wamelink essaie d'imaginer un moyen de cultiver des plantes sur Mars. L'environnement hostile de la planète rouge, ses niveaux de radiation élevés, ses températures extrêmes, le manque d'oxygène et d'eau
Sa faible gravité sont autant d'arguments qui vont à l'encontre d'un établissement sur sa surface. L'idée est donc de creuser et de construire des installations closes et autonomes en sous-sol. Les habitants vivraient et travailleraient dans des modules. Ils se nourriraient en cultivant verticalement, comme certains terriens le font déjà. La difficulté est de concevoir un système qui combinerait tous les éléments de l'agriculture, la lumière, l'eau, les graines, l'énergie et les nutriments, tout en étant autonome. J'espère que nous en apprendrons beaucoup sur nos expériences pour l'espace et que nous pourrons les appliquer ici sur Terre et revenir à une agriculture circulaire. Ce doit être l'un des objectifs principaux pour 2050. Aujourd'hui, l'agriculture n'est pas circulaire et nous utilisons beaucoup de ressources que nous sommes en train d'épuiser dans d'autres parties de la planète. Ce qui cause également d'importants problèmes ici, aux Pays-Bas, car c'est toute la nature qui en souffre. J'espère que d'ici 2050, on retrouvera une agriculture circulaire et qu'on saura comment retrouver des sols sains. Cultiver des plantes n'est pas suffisant. Quand on mange un légume, on n'en mange qu'une partie. Prenez la tomate. On ne mange que son fruit, on ne mange pas ses feuilles, ni ses racines. Il faut les recycler et les remettre dans le système, parce que là-bas, il n'y a rien. Donc tout doit être mis à profit. L'agriculture dans l'espace est étudiée par les scientifiques du monde entier. Certains s'appuient sur leurs résultats pour relancer l'agriculture traditionnelle terrestre. La Queen Victoria Market de Melbourne foisonne de produits locaux. Inspirée par toute cette abondance, une start-up du cru cherche à rendre l'agriculture plus durable. Je viens du monde de l'entreprise. En regardant en arrière, je me suis dit que le plus important pour moi, c'était d'utiliser mon temps intelligemment. J'ai pensé que travailler sur quelque chose de bon pour la planète serait idéal. Alors j'ai travaillé pour différents programmes, dont un pour les énergies renouvelables en Asie du Sud-Est. Et petit à petit, j'en suis venu à l'agriculture sous serre. Les nouvelles serres de Gaia Project se trouvent au centre de Melbourne. Le module de culture intelligent est conçu pour être utilisé dans l'espace, notamment à bord de navettes. La NASA finance les travaux sur cette unité de production. On a 9 mg par litre. C'est une ferme ultra compacte de haute technologie. La lumière, la température et la qualité de l'air y sont surveillés de près. Les membres de l'équipe font germer des graines de légumes et des micro-pousses dans un substrat de culture. Après 3 semaines, les jeunes plants intègrent la zone de culture principale sur des chaînes modulaires. Un dispositif mobile irrigue les plantes, les alimente en nutriments et en oxygène tout en leur assurant un pH adéquat. L'eau et les nutriments ont leur propre circuit, tandis que les déchets sont éliminés par un autre. Le réservoir se nettoie automatiquement grâce à un système de stérilisation par ultraviolet. Une fois programmé, le système est quasiment autonome. Nos systèmes ont un rendement 100% supérieur aux autres systèmes du marché. Après, certaines entreprises produisent près de 50 plantes par mètre carré grâce à une assistance qui peut être robotique ou humaine. Ces modules peuvent inclure des éléments de pollution, du repiquage et bien d'autres choses qui ne sont pas essentielles. Notre chaîne est unique. C'est une solution simple qui offre l'essentiel sans recours à de la main-d'œuvre ni investissement. Les chaînes de production s'écartent au fur et à mesure que les plantes poussent. Cette propriété permet d'économiser de l'espace dans l'espace, là où l'espace est infini, sauf dans un vaisseau spatial. Quand on regarde une navette spatiale, toute la coque, chaque centimètre carré du vaisseau,
représente une importante somme d'argent. Et nous sommes actuellement les seuls à proposer une solution aux astronautes pour économiser l'espace au maximum en utilisant le moins d'eau et de lumière possible. C'est ce qu'ils visent pour leurs appareils. Si l'on cherche à développer l'habitat sur Mars, il faudra construire des espaces complètement clos et rationaliser au maximum tous les éléments qu'ils contiennent. Nous avons conçu le système pour 4 astronautes. Il peut fournir quotidiennement environ 150 à 200 grammes de légumes-feuilles et de micro-pousses à chacun d'entre eux. Ce qui nous donne une production moyenne mensuelle ou par cycle de 28 jours de 16 à 20 kg. En outre, en travaillant sur les plantes, en les manipulant, au moment des semis ou de la récolte, cela les ramène un peu chez eux. Lorsqu'on est dans l'espace, entouré par le vide, c'est l'un des meilleurs moyens pour se rapprocher de la Terre. L'équipe développe une version réduite du système pour l'adapter à nos foyers sur Terre. Le module, de la taille d'un réfrigérateur, devrait tenir dans un appartement. Alimenté par des énergies renouvelables, il devrait fournir au foyer des légumes-feuilles en quantité suffisante. Plus les gens adopteront ces technologies, moins il y aura de camions qui vont traverser le pays pour les approvisionner en nourriture. Sans compter que ce sont des aliments sans pesticides ni insecticides. Ils sauront ce qu'ils mangent. Tout le monde vit en ville aujourd'hui, principalement en appartement. Rares sont ceux qui ont un jardin. C'est peut-être la solution d'avenir pour le XXIe siècle. On pourrait les relier, connecter le système interne au système principal. À 1h30 de Melbourne, l'équipe rencontre des maraîchers. L'un d'entre eux est un gros producteur de laitue iceberg. Elles sont bonnes à récolter. Oui, la récolte a commencé. Et elles ont résisté aux inondations? Elles sont sur un terrain en hauteur. Prêtes pour la récolte. La tête est magnifique, les feuilles sont bien grosses. Les dernières saisons ont été très difficiles. Il a beaucoup plu ces 2 ou 3 dernières années. Ça nous a fait revoir totalement notre façon de cultiver. On a changé de variété pour contrebalancer un climat trop humide ou trop froid par rapport à celui d'avant qui était chaud et sec. C'était inimaginable. Ce sont des plantes de climat stable, pas comme ici. Le dérèglement climatique a des conséquences sur notre sécurité alimentaire. Et la population continue à croître. Comment nourrir tous ces gens? Les agriculteurs ont fort à faire. Longtemps, l'agriculture a été la seule technologie dont on disposait. On n'a donc pas à se sentir coupable. Mais dans le futur, on doit la séparer des sols autant que possible. Ce n'est que comme ça que l'on évitera les mauvaises utilisations de ressources non renouvelables comme les fertilisants, l'eau ou même la force de travail et la terre. En la séparant des sols et en augmentant les rendements, on obtient une économie circulaire et non plus linéaire. Au lieu d'utiliser des intrants agricoles pour avoir une production que l'on gâche et qui pollue les sols, les résidus de cette production deviennent à leur tour des intrants. L'espace est un endroit on ne peut plus fini, où il faut utiliser ce que l'on a. Il en va de même pour la Terre, même si on pense le contraire. En créant un produit robuste dans l'espace, on prépare en fait quelque chose de pérenne sur Terre. Tout cela va de pair. L'agrotechnologie et le spatial créent un produit profitable qui, une fois sur Terre, nous apportera la sécurité alimentaire. Quand on regarde nos technologies du quotidien, que ce soit le micro-ondes, le GPS ou les téléphones portables, tout est conçu pour l'espace en quelque sorte. Et tout a fini par être utilisé sur Terre. Selon moi, c'est ça le développement technologique. Si c'est utile dans l'espace, alors ça le sera forcément sur Terre. La course à l'agriculture spatiale s'étend jusqu'à Bangkok en Thaïlande. Le botaniste Thatpong Tulliananda travaille à l'université Mahidol. Quand j'étais jeune, les enfants s'intéressaient soit aux dinosaures, soit à l'espace. Moi, j'étais de ceux qui préféraient l'espace.
Quand j'ai obtenu une bourse du gouvernement thaïlandais pour étudier à l'étranger, j'ai tout de suite voulu étudier l'agriculture spatiale. Je voulais transposer mes recherches sur l'adaptation des plantes à leur environnement dans l'espace. Tat Pong étudie la lentille d'eau, une plante aquatique très nutritive. En Thaïlande, on consomme la lentille d'eau depuis environ une centaine d'années. Dans le nord et l'est du pays, on l'utilise comme un légume. C'est la plante qui possède la croissance la plus rapide, ce qui signifie que l'on peut en produire d'importantes quantités en très peu de temps. Les premiers chercheurs qui l'ont étudiée ont découvert qu'elle était très nutritive et qu'elle couvrait de nombreux besoins de l'être humain. Une croissance rapide et une haute valeur nutritive pourraient faire de la lentille d'eau une candidate prometteuse pour une culture spatiale. Après des années d'études sur la lentille d'eau, Tat Pong va enfin goûter aux fruits de ses recherches. C'est bon? La lentille d'eau donne une certaine texture à l'omelette. Si l'on explique aux gens ce qu'est la lentille d'eau et qu'on leur dit à quel point elle est nutritive et bonne pour la santé, je pense qu'elle pourrait devenir populaire. C'est bon? Comme vous le voyez, les lentilles d'eau qu'on a ici ont une croissance très rapide. Pour réussir à cultiver convenablement la lentille d'eau dans l'espace, il est important de savoir comment celle-ci réagit au changement de gravité. La difficulté était de recréer l'hypergravité assez longtemps afin d'avoir un cycle complet de la plante pour étudier son taux de croissance, observer ses réponses à l'hypergravité et analyser sa physiologie. Une centrifugeuse simule l'hypergravité, la condition dans laquelle la force de gravité est supérieure à celle de la Terre. L'hypergravité endommage la plupart des plantes. Or, les tests de Tat Pong indiquent que la lentille d'eau résiste mieux. Sur une courte durée, la plante s'affaiblit, mais ensuite, la lentille d'eau pousse normalement, sans dommage apparent. L'objectif est de savoir comment la plante réagit à l'hypergravité si nous voulons la cultiver sur une planète massive comme Jupiter, par exemple, qui a une gravité très importante. Tat Pong a d'autres projets en cours. La Thaïlande mène ses expériences à la GISDA, l'Agence pour le développement de la géoinformatique et des technologies spatiales. La nourriture va devenir une question très importante dans un avenir proche, car des voyages pour explorer de nouvelles planètes sont d'ores et déjà planifiés. Nous devons trouver des plantes capables de pousser dans un vaisseau spatial afin de fournir de l'oxygène. Le poids de la nourriture est également très important. Nos laboratoires d'expérimentation spatiale sont destinés à mettre en place des protocoles et à trouver les plantes idéales pour de longs voyages dans l'espace. La GISDA héberge l'un des rares clinostats du pays. Cet appareil permet de réduire les effets de la gravité. Autrement dit, il simule la microgravité. Nous avons constaté que la microgravité n'impactait pas la croissance de la lentille d'eau. J'ai d'ailleurs une hypothèse. Je pense que l'absence de racines ou de pousses limite l'influence de la gravité. La lentille d'eau est une plante flottante simple qui peut germer sur la surface de l'eau. Cette plante est en passe de devenir un super aliment sur Terre. Si on trouve un moyen d'augmenter son rendement, on pourra peut-être produire plus de lentilles d'eau pour l'alimentation, ce qui irait dans le sens de la sécurité alimentaire. Mais la lentille d'eau est loin d'être la seule plante en lice. L'agriculture est l'un des piliers de l'économie thaïlandaise.
La production de plantes comestibles y est plus qu'abondante. Nous disposons d'une grande variété de plantes et d'un très bon ensemble de cultivars. Si l'on choisit certaines plantes particulières qui conviennent à une application dans l'espace, la Thaïlande pourrait devenir leader en termes d'agriculture spatiale. La recherche spatiale est un catalyseur d'innovation parce que l'espace rend possible des choses apparemment impossibles. On est obligé de sortir des sentiers battus si l'on veut survivre dans l'espace. On doit trouver un moyen de faire pousser des plantes dans des conditions extrêmes sur d'autres planètes. Parallèlement, on pourrait les adapter à des régions reculées de la Terre, dans des zones arides ou désertiques, comme au pôle Nord. Si l'on parvient à y produire de la nourriture, les habitants tireront alors parti des technologies de l'agriculture spatiale. Les légumes sont essentiels, mais qu'en est-il des autres aliments? Des chercheurs travaillent à la production de viande pour l'espace, en utilisant un minimum de ressources. La viande fait partie de nombreux régimes alimentaires, mais l'élevage des animaux pour la produire est pour une grande part responsable du réchauffement climatique. Il représente près de 60% des gaz à effet de serre attribués à l'agriculture. La production alimentaire dans son ensemble engendre plus de 31% de toutes les émissions de gaz à effet de serre de la planète. Une entreprise israélienne cherche à rendre la viande plus respectueuse de l'environnement. Aleph est une entreprise d'agriculture cellulaire. La viande qu'elle produit n'est pas issue de troupeaux, mais de cultures. Un processus qui requiert bien moins d'eau et d'espace que l'élevage traditionnel. On place les cellules dans un bioréacteur, un réservoir qui offre aux cellules les conditions propices à leur développement. On n'a pas besoin d'élever ni de nourrir l'animal complet. On ne cultive que les parties comestibles que l'on consomme. Le changement climatique a de graves conséquences sur la sécurité alimentaire. Et la sécurité alimentaire a elle aussi une incidence sur le changement climatique, car de plus grands besoins en nourriture impliquent une utilisation plus importante des ressources naturelles. S'ensuivent des processus de déforestation et une surconsommation de l'eau qui, à leur tour, vont influer sur le changement climatique. C'est un cercle vicieux. Si l'on parvient à briser ce cercle vicieux en réduisant notre dépendance à la production de nourriture à partir de ressources locales, cela aurait de fait une influence positive sur le climat. Aleph est la première entreprise au monde à produire des beefsteaks de culture. Leurs steaks vont bientôt obtenir l'autorisation réglementaire pour être commercialisés en Israël et à Singapour. Singapour est connu pour son ouverture à l'innovation et aux nouvelles technologies. Et à raison. Ils ont besoin de solutions pour pallier le manque de terre et de ressources pour élever des animaux. La viande de culture est la technologie la plus pertinente car ils pourront utiliser les cellules que nous leur enverrons d'Israël, combinées à certains éléments produits sur place pour produire de la viande sans avoir besoin d'élever d'animaux. Le procédé d'Aleph permet de produire de la viande en plein cœur des villes, dans des endroits arides et bien au-delà. Aleph a récemment lancé le programme Aleph Zero, dont l'objectif est la production de steaks de culture dans l'espace. Aleph Zero est une occasion pour nous de résoudre des problèmes tels que la production en boucle fermée et la production zéro déchet. Il est possible d'appliquer les fruits de nos recherches à la production de viande de culture sur Terre. En 2019, la bioimpression 3D de tissu musculaire de vache d'Aleph Zero embarquait à bord de la Station spatiale internationale. En 2022, à bord d'Axiom One, la première mission habitée privée vers l'ISS, Aleph est allé encore plus loin. L'objectif était de miniaturiser leur laboratoire et de l'envoyer dans l'espace afin d'observer si les cellules de vache pouvaient se multiplier et se différencier dans des conditions de microgravité.
Les conclusions de l'expérience indiquent qu'une plus faible gravité n'a pas d'effet notable sur la culture de viande. La technologie utilisée par Aleph pour cette expérience vient d'une start-up israélienne baptisée Space Pharma. Cette entreprise a conçu un laboratoire miniature contrôlé par télémétrie pour un usage dans l'espace. Les techniciens communiquent avec le système depuis la Terre. On place les cellules souches dans cette puce électronique et on leur donne les nutriments, la température et les additifs nécessaires à la culture des tissus. Tout cela vient d'Aleph Farms. Tout le matériel que vous voyez ici tient dans cette boîte. Le tout fait 3,4 kg. Pour fabriquer ce système, appelé SPAD, qui est un laboratoire perfectionné de Space Pharma, nous sommes d'abord partis du principe d'une miniaturisation maximale. La raison à cela réside dans les coûts très élevés de chaque lancement. Donc, si l'on veut intégrer de nouveaux marchés, comme l'industrie alimentaire, nous devons proposer des prix très abordables. À Singapour, les chercheurs étudient une autre source de protéines destinée au voyage dans l'espace, les microalgues. Il existe de nombreuses traces fossiles confirmées, indiquant que les premières plantes, voire les premiers animaux apparus sur Terre, sont des descendants des microalgues. Imaginez un peu, les microalgues sont à l'origine de toute forme de vie. Et c'est pour cela qu'elles englobent tous les nutriments indispensables. Quels sont ces nutriments? On est en présence d'acides gras, d'oméga 3, des DPA, des EPA. On a des acides aminés essentiels que le corps humain ne peut pas produire. On a de la lutéine, de la chlorophylle, on a des vitamines. La nature regorge de microalgues, mais le procédé de culture de Wang augmente les rendements et nécessite moins de ressources. Dans un réservoir de fermentation, les microalgues se nourrissent de drèches, de pulpe de soja ou okara et de molasses. Récoltées après 3 jours, elles sont ensuite séchées et moulues afin d'obtenir une farine riche en protéines. En modifiant la méthode de culture et les nutriments qui alimentent les microalgues, on peut obtenir des saveurs semblables à celles d'aliments familiers. Une fois leur culture arrivée à son terme, on les sèche et on les transforme en poudre. Ça ressemble assez à toutes les poudres protéinées qui existent sur Terre. On peut l'utiliser pour faire un milkshake ou même un tofu si vous avez le matériel nécessaire dans le vaisseau. Le rôle du bioréacteur est d'offrir à ces micro-organismes un environnement propice à une bonne productivité. Grâce au bioréacteur, on peut contrôler par exemple la température, la ventilation, le taux d'oxygène ou de dioxyde de carbone contenu dans le liquide ou le réservoir d'air. Ce que l'on a devant nous, c'est notre vision de la culture des microalgues par les astronautes pour se nourrir, en utilisant un bioréacteur comme celui-ci. Si l'on peut cultiver de la nourriture sur une autre planète et dans un espace aussi réduit qu'un vaisseau, quelles seront les retombées pour nous, pour la culture sur Terre? Cela signifierait que l'on est capable de cultiver sur Terre de manière extrêmement respectueuse de l'environnement et avec de très bons rendements. Wang exerce aujourd'hui aux Pays-Bas et espère pouvoir mener ses études à bord de la Station spatiale internationale. Son tout premier collaborateur fut l'Institut pour l'innovation alimentaire et biotechnologique de Singapour. Pour cette cité-État qui devra répondre localement à 30% de ses besoins alimentaires d'ici 2030, les nouvelles formes de protéines durables sont plus que bienvenues. Singapour est une petite cité-État. La science alimentaire et la biotechnologie sont primordiales pour répondre à certaines contraintes, comme le manque de terre. De fait, nous travaillons sur les protéines microbiennes dans l'espace pour développer à l'avenir une filière de protéines alternatives.
Ma famille à Taïwan est bouddhiste depuis 4 générations et on mange végétarien depuis 3 générations. Je suis convaincu que la plupart de ces aliments transformés peuvent être rendus plus sains. C'est là que se trouve la réponse, la solution à la production de nourriture dans l'espace. Parce qu'il faut être réaliste. On ne peut pas mettre un poulailler dans un vaisseau spatial. Le seul moyen est d'avoir recours aux nouvelles techniques, comme la fermentation microbienne que l'on a développée ou la culture de viande et de fruits de mer. Vous savez, plus il y a de difficultés, de questions ou de problèmes, plus mon travail prend du sens. C'est pour ça que j'ai lancé Sophie's Bionutrients. C'est comme ça que j'ai consacré ma vie entière à ces recherches. À Wageningen, Uyghur Wamelink travaille à une nouvelle solution alimentaire alternative pour l'être humain, plus généralement utilisée pour nourrir les animaux. Je vais ouvrir le placard et retirer les feuilles qui couvrent les vers de farine. On les nourrit de nos récoltes martiennes. On a cultivé les aliments qu'ils mangent sur un sol martien reconstitué. On cherche à savoir s'ils survivent. Apparemment, ils sont vivants. On les voit bouger, tout va bien. Et que font ces vers? Ils mangent. Évidemment. C'est leur occupation principale. Pour l'heure, ils mangent des aliments martiens. Mais on distingue également des petits points noirs autour d'eux. Ce sont leurs excréments. Ce qui prouve qu'ils ont mangé pendant le week-end. J'espère que cette alimentation leur permettra de grandir. Les vers de farine peuvent se nourrir de déchets alimentaires et fertiliser les sols, ce qui fait d'eux une ressource en protéines circulaire et durable. Si l'on regarde dans la nature, les vers ont pratiquement disparu des zones agricoles. On veut faire vivre le ver de farine sur des déchets, de préférence des déchets verts. Si l'on y parvient, ce ne seront pas seulement les gens sur Mars qui en profiteront, mais aussi les habitants de la Terre. Cet observatoire a ouvert ses portes en 1975. Uyghur Wamelink vient y approfondir ses connaissances en astronomie. Hi Alex. Hallo Lieve, welkom op de Volkssterrenwacht Buswal. Ja. Cette passion a motivé ses recherches sur l'alimentation dans l'espace. Je suis fasciné par l'espace, et plus particulièrement par les planètes, notamment Mars. L'une des plus grandes aventures de ce siècle pour l'humanité est d'envoyer des humains sur Mars pour découvrir la planète et comprendre comment elle est faite. Je suis attiré par l'espace depuis que je suis petit. À la bibliothèque, je prenais tous les livres sur les planètes et je les dévorais. Je nourrissais déjà un grand intérêt pour les planètes et je faisais des exposés dessus. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Si l'on va vivre sur Mars ou sur la Lune, il faudra manger, c'est inévitable. À mon sens, surtout lorsqu'on ira sur Mars, les premières personnes à partir cultiveront déjà de quoi se nourrir. Sinon, la mission ne serait pas réalisable. Il en va de même pour une base comme l'ISS. Mais sur la Lune, il faudra cultiver notre propre nourriture. C'est ça l'avenir dans l'espace. Produire sa propre nourriture là où l'on se trouve. Bien sûr, l'objectif principal de nos expériences est de mettre en place quelque chose pour Mars et la Lune. Mais nombre de connaissances qui en découlent sont applicables sur Terre. Nous sommes en train de réinventer l'agriculture qui doit devenir entièrement circulaire.
Chaque année, le Japon est touché par environ 1500 séismes. La plupart sont mineurs. Mais en 2011, un véritable cataclysme a touché Sendai. Le tremblement de terre a atteint 9,1 sur l'échelle de Richter. La ville est située près de la mer et la zone résidentielle était juste derrière. Toute cette partie a été détruite par le tsunami. Masayuki Shimada avait 28 ans à l'époque. Lui et sa famille ont perdu leur logement et ont vécu 6 mois dans un abri d'urgence. Beaucoup de personnes ont été touchées par le séisme et ont dû se réfugier dans les abris d'urgence. Personne ne s'attendait à ça. Dans les abris, l'alimentation était essentiellement constituée de glucides. Dans une main, une boule de riz, dans l'autre, un morceau de pain. Shimada a voulu faire bouger les choses. Il a développé une nourriture d'urgence, d'ores et déjà stockée aux 4 coins du Japon et prête à être distribuée en cas de nouveau séisme. Les rations de gelée doivent passer un test de résistance à la pression. C'est une obligation pour la production d'aliments pour l'espace. On doit vérifier qu'elles pourront supporter les fortes pressions une fois là-haut. Ces gelées, élaborées à l'origine pour répondre à des situations d'urgence, sont maintenant envisagées comme un potentiel aliment spatial. Elles sont produites selon un cahier des charges rigoureux. Elles doivent rester exemptes de bactéries et avoir une durée de conservation minimum de 5 ans. On se demandera volontiers si le corps reçoit suffisamment de calories en mangeant uniquement des gelées. De fait, une gelée contient environ 200 calories, ce qui correspond à une boule de riz. Dans l'espace, vous savez, les astronautes ont très peu de temps pour se nourrir lorsqu'ils sont sur une mission. Du coup, ce produit leur permet de faire le plein d'énergie très rapidement et en plus d'une seule main. La volonté de développer ces gelées dans le cadre de voyages spatiaux a démarré avec le projet de nourriture spatiale Bosai. Cette entreprise est née d'un effort conjoint entre l'agence d'exploration aérospatiale japonaise et OneTable. L'espace est un environnement extrême où il est difficile de vivre pour un être humain. Cela peut s'apparenter aux conditions de vie dans un abri d'urgence d'une zone sinistrée. En développant des technologies destinées aux conditions difficiles et aux ressources limitées de l'espace, on espère pouvoir offrir des solutions aux problèmes que l'on rencontre sur Terre. Pour l'heure, les gelées se déclinent en 3 saveurs: poire, raisin et pomme-carotte. D'autres sont à venir. Si l'on en croit les retours des enfants, c'est un produit délicieux. La nourriture d'urgence est rarement associée au terme délicieux. Mais ça l'est vraiment. Et les enfants aimeraient en manger tous les jours. Celle au raisin est collante. La saveur, c'est rouge, orange et rouge. Orange et rouge. Où tu voudrais le manger? Je veux le manger dans le ciel. Les problématiques rencontrées dans les zones sinistrées permettent d'améliorer la qualité de la vie dans l'espace. Notre mission est de mettre au point de la nourriture tant pour l'espace que pour les situations de crise.
Pour moi, le développement des technologies spatiales n'est finalement qu'une utilisation des technologies pour faire face à certaines situations futures, pour affronter un désastre, des coupures d'eau, des blackouts, qui engendrent une perturbation des infrastructures. De ce point de vue, résoudre les difficultés rencontrées dans l'espace permettrait de trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans des zones sinistrées. Dans le monde entier, le marché de l'espace est florissant. En 2020, il pesait 424 milliards de dollars. Ce domaine, appartenant auparavant aux seuls gouvernements et entreprises de l'aérospatiale, est aujourd'hui devenu une branche d'activité au sens large. Singapour s'apprête à devenir un des centres névralgiques mondiaux de cette industrie. Lynette Tan est PDG de la Singapore Space and Technology Limited. Son entreprise organise la Convention mondiale de l'espace et des technologies. L'espace va devenir omniprésent dans notre économie. C'est un facilitateur clé de la transformation de nombreux secteurs, tels que les transports, l'énergie, l'agriculture ou le développement durable. C'est aussi un facilitateur pour développer des innovations et encourager l'élaboration des technologies émergentes de demain. Si Singapour devient un centre d'activité, cela aura d'importantes retombées pour le pays. Sa situation géographique est stratégique en Asie, en termes d'accessibilité, d'échange d'idées, de défis à relever et de nouvelles collaborations potentielles. À l'avenir, nous poursuivrons notre engagement international sur un large éventail de sujets afin d'assurer le succès de nos missions. On ne peut pas se passer de la coopération internationale et la réussite de nos missions dépend de l'étendue de cette collaboration. Combien d'entre vous ont déjà rencontré un astronaute? L'espace est devenu un domaine de prédilection de plus en plus répandu, même chez les adolescents. Ces élèves de Singapour se sont récemment rendus au Japon. Ils avaient remporté un concours sponsorisé par l'agence d'exploration aérospatiale japonaise. Dans l'agence, ils ont pu mener une expérience en microgravité dans la Station spatiale internationale. La Terre n'est qu'un point au milieu d'une gigantesque carte. Il reste beaucoup à apprendre. On a plein de choses à voir et à découvrir dans l'espace. C'est pour ça que ça me paraît aussi important. Here is a mock-up of Japanese experiment module on the International Space Station. It's quite interesting because when it's a simple pendulum, I can only go. De retour à l'école, ils exposent leurs conclusions. Leur expérience du double pendule visait à observer dans quelle mesure un tel outil pourrait servir de bras robotique dans une navette spatiale. Si nous voyageons sur de longues distances, il faut trouver des processus de plantation fiables. De tels mécanismes, comme le double pendule, pourraient faciliter ce travail, en saisissant par exemple les graines pour les planter dans le sol. J'ai toujours pensé uniquement en fonction de la gravité terrestre, et c'est un tout nouveau domaine d'exploration qui s'est ouvert à moi. Je me suis rendu compte qu'on pouvait changer de gravité. En fonction de la manière dont on la modifie, c'est tout un monde de possibles qui s'offre à nous. Avoir été sélectionné pour notre expérience et l'avoir vu réalisé dans l'espace, c'est un peu une fierté. C'est un petit pas pour nous, même si les places étaient chères. J'espère que d'autres choses plus importantes se présenteront à nous. L'incessante quête continue des hommes vers de nouvelles frontières a été à l'origine d'innombrables innovations et a ouvert la voie des possibles. Les technologies et les techniques développées et testées dans l'espace pourraient relancer l'agriculture et rendre la production alimentaire plus efficace à long terme sur la Terre.